Une personne de sexe féminin qui a des saignements vaginaux, donc sortant du vagin, un peu comme les règles du coup, et ça après la ménopause, c'est un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. Aujourd'hui, on va parler du cancer gynécologique le plus fréquent en France. Bonjour à tous, je suis Elodie de la chaîne Autumn Latte. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, c'est le tour du cancer de l'endomètre. Alors, on va balayer ensemble toutes les interrogations, les questions les plus importantes concernant ce cancer. C'est quoi l'endomètre? C'est quoi le cancer de l'endomètre? Qui est à risque de ce cancer, comment est-ce qu'on le détecte, comment est-ce qu'on le traite et est-ce que c'est un cancer grave. Alors déjà, c'est quoi l'endomètre? Je pense que pour comprendre ce cancer, il faut savoir c'est quoi l'endomètre. Voyez l'utérus. L'utérus, il y a 3 couches. La couche la plus externe, c'est ce qu'on appelle la séreuse, donc elle va envelopper l'utérus, mais également le col de l'utérus. Ensuite, vous avez cette couche plus épaisse qu'on appelle le myomètre, donc ça c'est un muscle. Et enfin, la couche la plus interne, c'est l'endomètre, et c'est ça qui va nous intéresser. Et son rôle en fait, c'est d'accueillir un embryon en cas de grossesse. Chaque mois, lors du cycle menstruel, en moyenne, un cycle dure 28 jours. Lors du cycle, cette paroi, donc l'endomètre, va s'épaissir pour être capable d'accueillir un embryon. Donc, il se prépare à une éventuelle grossesse. Et lorsqu'il n'y a pas de grossesse, eh bien, cet endomètre va se détacher et sera éliminé. Donc, il va sortir de notre corps par le vagin sous forme de règles, parce qu'il n'y a pas eu de grossesse. Lorsqu'il y a une grossesse, votre corps ne va pas s'amuser à détruire l'endomètre et à l'évacuer, ça n'a pas de sens. Et c'est quoi le cancer de l'endomètre? Le cancer, lui, se développe lorsque, au niveau de cet endomètre, des cellules se transforment de manière anormale et se multiplient de manière incontrôlée. Et il existe plusieurs types de cancer de l'endomètre, mais le type le plus fréquent, ou les types les plus fréquents, sont les adénocarcinomes. Et eux se déclinent en 2 types. On a les adénocarcinomes de type 1 et les adénocarcinomes de type 2. Et parmi les adénocarcinomes de type 1 sont les plus fréquents. Donc en gros, 90% des cancers de l'endomètre sont des adénocarcinomes et dans ces 90%, 80% sont des adénocarcinomes de type 1 et 20% sont des adénocarcinomes de type 2. Donc en gros, on repart à 100%, vous voyez, dans ces 90%. Donc les plus fréquents sont les adénocarcinomes de type 1 et c'est même une bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont un bon pronostic. Donc une survie à 5 ans du diagnostic qui est à plus de 80%, alors que le type 2 a une survie à 5 ans qui est de 40%. C'est pas ouf, 40%. Ces mots peuvent sembler un peu flous, donc je vais vous expliquer ce que veut dire un bon pronostic. Un cancer de bon pronostic veut dire que les chances de guérison ou de survie à long terme sont assez bonnes. Autrement dit, le cancer, il a plus de chances de bien répondre au traitement ou que la maladie a été détectée assez tôt et qu'on va pouvoir la contrôler. Donc avant qu'il ne se propage partout et cause trop de dégâts. Bon pronostic, finalement, ça regroupe pas mal d'éléments. Puis de toute façon, un cancer, quand on le découvre tôt, souvent c'est plus facile de le traiter. À l'inverse, un mauvais pronostic, un peu comme le type 2 du coup, ou un peu comme le cancer du pancréas si vous avez vu la vidéo, eh bien ça veut dire que le cancer est plus avancé, plus agressif, ce qui complique un peu les possibilités de traitement et qui réduit également les chances de guérison complète. Et en ce qui concerne le cancer de l'endomètre, souvent c'est l'adénocarcinome de type 1, très souvent, et la plupart des diagnostics, on arrive à les poser assez tôt, parce que ce cancer provoque des signes visibles, surtout des saignements vaginaux qui vont faire que ça met la puce à l'oreille. Voyez un peu, parce qu'on a des symptômes assez tôt, on détecte la maladie assez tôt et globalement, on peut avoir une bonne prise en charge. Alors, qui est à risque de ce cancer? Bon, je pense qu'avec l'introduction, vous savez, l'âge, c'est un cancer qui apparaît autour de 68-69 ans et bien sûr, les gens de sexe féminin d'âge avancé. Parce que oui, il faut avoir un utérus, un endomètre pour avoir ce risque, même si à l'âge, on n'est pas en train de parler du cancer colorectal ici. Il y a aussi l'hyperœstrogénie. Si vous avez regardé ma vidéo sur le cancer du sein, surtout la partie les facteurs qui augmenteraient le risque de cancer du sein, j'ai parlé de l'hyperœstrogénie. Ici aussi, l'hyperœstrogénie augmente le risque de cancer de l'endomètre, c'est-à-dire une exposition prolongée aux œstrogènes. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas accouché, quelqu'un qui a eu une puberté précoce, une ménopause tardive, le syndrome des ovaires polykystiques, une obésité androïde. Un autre facteur de risque, c'est l'utilisation de traitements hormonaux de la ménopause, mais sans progestérone là-dedans, c'est-à-dire uniquement à base d'œstrogènes. Alors à certaines personnes, on peut leur prescrire un THM ou un THS, donc traitement hormonal de la ménopause ou traitement hormonal substitutif. Et on va le donner pour soulager les symptômes de la ménopause, qui sont des symptômes qui peuvent vraiment affecter la qualité de vie de la personne. Donc ce traitement-là va aider à réduire certains symptômes comme les bouffées de chaleur, les sueurs pendant la nuit, des problèmes de sommeil
sommeil, les changements d'humeur, mais également pour prévenir certaines complications qui sont liées à ce manque d'œstrogène, comme la perte de la masse osseuse, de la densité osseuse, qui font que ces personnes-là peuvent avoir ce qu'on appelle l'ostéoporose et seront plus à risque de fracture, donc de se péter les os. Et se péter les os, surtout quand on commence à prendre de l'âge, c'est pas terrible, même à n'importe quel âge. Alors ce traitement hormonal de la ménopause, on va pas donner à toutes les personnes qui sont ménopausées, ça dépend vraiment de chaque personne, et puis c'est surtout lorsque ces symptômes sont hyper invalidants. Donc la vie quotidienne devient vraiment très difficile, très pénible à cause de ces symptômes. À ce moment-là, on prescrit ce traitement. Mais quelqu'un qui a un utérus, on n'est pas censé donner uniquement de l'oestrogène. Ça doit être de l'oestrogène plus de la progestérone. Parce que si c'est que de l'oestrogène, ça va favoriser l'épaississement de cet endomètre. Et donc le risque de cancer de l'endomètre augmente. Et la progestérone va protéger en fait cet endomètre. Après oui, on peut prescrire des traitements hormonaux de la ménopause que à base d'œstrogène pour des femmes qui n'ont pas d'utérus parce que par exemple elles ont eu une hystérectomie, donc on a enlevé l'utérus, et s'il n'y a pas d'utérus, il n'y a pas d'endomètre. Autre chose, si toi-même tu as le syndrome de Lynch ou quelqu'un dans ta famille a le syndrome de Lynch, à ce moment-là tu es plus à risque du cancer de l'endomètre. Et encore une fois, tu dois être de sexe féminin. Pas pour avoir le syndrome de Lynch, mais pour avoir un cancer de l'endomètre. J'espère que je vous ai pas perdu. Le syndrome de Lynch, c'est un syndrome génétique qui augmente le risque de développer plusieurs cancers. Parmi ces cancers, on a le cancer colorectal. N'oubliez pas d'aller checker ma vidéo sur le cancer colorectal. On a également le cancer de l'endomètre, qui est le sujet de notre vidéo, mais également d'autres cancers comme le cancer de l'ovaire, de l'estomac, des voies urinaires et dans une moindre mesure, d'autres organes également. Un peu plus de détails sur le syndrome de Lynch. Les personnes atteintes de ce syndrome vont avoir une mutation génétique héréditaire, c'est-à-dire une mutation qui se transmet, donc qui peuvent être transmises de parents aux enfants et de génération en génération. Et en fait, c'est une mutation qui va perturber le système de réparation de notre ADN. Notre ADN, quand il va se multiplier, se répliquer, il peut y avoir des erreurs. Et on a besoin d'un système de réparation pour venir réparer les erreurs. Et dans ce syndrome-là, c'est le système de réparation qui est touché, qui est affecté. Ce qui fait que les réparations d'erreurs d'ADN ne sont pas terribles. Et surtout, il y a tellement d'erreurs qui s'accumulent et ça peut déclencher des transformations de cellules normales en cellules cancéreuses. Comment est-ce qu'on dépiste le cancer de l'endomètre? Y a-t-il un dépistage d'ailleurs? Alors non, il n'y a pas de dépistage comme dans le cancer du sein ou le cancer colorectal. Cancer du sein, mammographie tous les 2 ans de 50 à 74 ans par exemple. Et le cancer colorectal, on va analyser les selles de 50 à 74 ans tous les 2 ans aussi. Et ça, tout sexe confondu. Et quoi qu'il en soit, on le fait pour des gens qui n'ont pas de symptômes. Ici, on est sur un cancer. Généralement, on va avoir des symptômes dès le début. Donc c'est lorsqu'on a les symptômes qu'on va faire des examens. Ça n'a pas trop d'intérêt de faire un dépistage. Sauf pour le syndrome de Lynch. Si c'est une personne de sexe féminin qui a un syndrome de Lynch, on va commencer les échographies intravaginales ou pelviennes dès l'âge de 30 ans, vers 30-35 ans à peu près. Et ça, pour regarder l'utérus, l'épaisseur de cet endomètre, on va en revenir lorsqu'on va parler du diagnostic, mais également pour aller regarder les ovaires. Parce que syndrome de Lynch veut dire que tu es également plus à risque du cancer des ovaires. Et lui, c'est un cancer assez agressif. Donc tous les 2-3 ans, on va faire cet examen-là, donc une échographie intravaginale, parfois même une hystéroscopie, c'est-à-dire qu'on va la regarder à l'aide d'une caméra dans l'utérus. On peut également proposer une hystérectomie avec annexectomie, c'est-à-dire qu'on enlève l'utérus, mais également les annexes, ça veut dire les trompes, les ovaires, et ça après un projet parental, un projet de grossesse, parce que si on a ce syndrome, on sait qu'on est plus à risque de ces 2 cancers. C'est pas une décision qui se fait à la légère, mais ça se fait. Un peu comme la mastectomie prophylactique, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, les personnes qui sont plus à risque de cancer du sein, on peut leur proposer de les enlever avant que la personne ne développe un cancer. Alors voilà, mis à part le syndrome de Lynch, on n'a pas de dépistage proposé pour le cancer de l'endomètre parce que c'est un cancer qu'on arrive à découvrir, détecter dès le début parce qu'il y a des symptômes très visibles comme des saignements vaginaux. Ça tombe bien, très belle transition. Quels sont les signes et symptômes du cancer de l'endomètre? Le plus fréquent, ce sont les saignements vaginaux qu'on appelle métrorragie. Donc ce sont des saignements vaginaux en dehors des règles. Et si on parle d'une personne ménopausée, donc ce sont des saignements après la ménopause et normalement on n'est pas censé avoir de saignements, on n'est pas censé avoir de règles. Et ça vraiment, des saignements vaginaux post-ménopausiques, donc après la ménopause, c'est un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. Mis à part les saignements, on peut avoir d'autres symptômes comme des pertes vaginales qui peuvent être rosées, malodorantes, donc qui sentent pas bon, des douleurs au bas du ventre aussi, et ça c'est lorsque c'est avancé généralement, parce que oui, depuis tout à l'heure je vous dis qu'on arrive à le détecter tôt, gna gna
mais il se peut aussi que parfois ça a été détecté tard. Donc ça ne veut pas dire que à chaque fois que quelqu'un aura le cancer de l'endomètre, ça sera uniquement au début. Il est détecté fréquemment à un stade précoce, donc vraiment débutant, mais ça n'élimine pas le fait qu'on puisse également le détecter à un stade avancé, ou qu'en fait c'est lorsqu'il était avancé qu'on s'en est rendu compte. C'est possible aussi. Une personne plus jeune peut également avoir un cancer de l'endomètre. C'est pas parce que j'avais dit que l'âge, toutes ces choses-là augmentent le risque que les autres ne sont pas à risque. Vous voyez? Mais voilà, c'est plus fréquent chez les personnes autour de 68 ans. Et encore une fois, des saignements vaginaux après la ménopause, c'est un cancer de l'endomètre jusqu'à preuve du contraire. Comment est-ce qu'on pose le diagnostic du cancer de l'endomètre? On dit voilà, là c'est un cancer de l'endomètre. Alors déjà, on va faire un examen au spéculum, un examen gynécologique. Donc c'est un outil ou un instrument qui va permettre d'ouvrir les parois du vagin pour qu'on puisse voir les parois du vagin, mais également le col de l'utérus. Allez regarder ma vidéo sur le cancer du col de l'utérus. Et généralement, y a rien. Voilà. Mais il faut qu'on sache que ça saigne, mais ça saigne pas du col. Et puis, ça ne coûte rien de faire un frottis cervico-utérin en même temps, de l'envoyer au labo et de mettre en évidence s'il y a des cellules anormales au niveau du col. Autre chose qu'on peut faire, c'est une biopsie, c'est-à-dire qu'on va aller chercher un bout d'endomètre grâce à une canule qu'on va envoyer dans l'utérus et on va aller choper un petit morceau d'endomètre. Mais vous avez compris, c'est un examen qu'on fait à l'aveugle. On n'est pas guidé par une caméra ou quelque chose. Non, c'est on y va, on chope un bout et on l'envoie au laboratoire. Ce qui veut dire que si le laboratoire confirme que c'est un cancer, eh bien oui, c'est un cancer. On a pu poser le diagnostic. Mais si on nous dit qu'il y a rien, on n'a rien vu d'anormal, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un cancer. Parce que peut-être que le médecin a chopé un bout à côté de la plaque. Et ça peut arriver parce que c'est un examen qui est fait à l'aveugle. Une autre chose qu'on va faire, parce que vous vous présentez avec ce symptôme-là, c'est-à-dire des saignements hors règles, ou même les deux, c'est-à-dire pendant et en dehors des règles, ou des saignements après la ménopause, on va vous faire une échographie pelvienne pour regarder l'épaisseur de l'endomètre. Un endomètre qui fait moins de 4 mm, voilà, on peut quasiment dire que non, c'est pas un cancer de l'endomètre. On va quasiment pouvoir exclure le diagnostic, surtout si les saignements se sont arrêtés. Maintenant, si on le mesure et qu'il est épais, surtout au-delà de 8 mm, là, c'est un peu anormal. Et oui, à l'issue de cette biopsie, si vous avez pu constater qu'il s'agissait d'un cancer, vous avez pu poser le diagnostic. Si c'était pas le cas, on peut faire une hystéroscopie, c'est-à-dire qu'on va envoyer une caméra dans l'utérus pour pouvoir visualiser. Et en plus, on va faire un curetage, c'est-à-dire qu'on va racler un bout d'endomètre, on va faire un copeau, des copeaux d'endomètre, si vous voulez. Moi, à chaque fois, j'ai l'image des copeaux des copeaux de chocolat. On appelle ça un curetage biopsique, un peu comme la biopsie à l'aveugle. Là, c'est pas à l'aveugle parce qu'il y a une caméra et on voit où est-ce qu'on est en train d'enlever le copeau, le bout d'endomètre, si vous voulez. Et là, on l'envoie au laboratoire et là, on pourra confirmer qu'il s'agit d'un cancer de l'endomètre. Mais on s'arrête pas là. Il y a un invité. Oui, mon invité. Bon, il est venu dormir. On s'arrête pas là. On a posé le diagnostic, mais il faut voir si ça a touché d'autres organes. Donc, on va faire ce qu'on appelle un bilan d'extension en faisant une IRM abdominopelvienne. Donc, ça va nous donner des images qui vont nous permettre de voir si d'autres endroits sont touchés. Et en fonction de ça, on va pouvoir classer la tumeur parce qu'il y a différents stades de tumeur. Stade 1, c'est le stade le moins grave ou vraiment bas grade. Et stade 4, c'est que c'est vraiment très, très avancé, très agressif. Et en fonction du stade, on va faire d'autres examens pour voir s'il y a cette fois-ci des métastases. Ça veut dire voir si le cancer s'est propagé dans d'autres organes, d'autres parties du corps. Donc on va faire un scanner qu'on appelle TAP, scanner TAP, thoraco-abdominopelvien. On va regarder la partie thoracique, abdominale et pelvienne. Et vous avez compris, le traitement dépendra du stade, d'accord? Autre chose, toujours j'ai envie de dire dans cette partie bilan, on va faire une mammographie. Parce que, souvenez-vous, quand on avait parlé des facteurs qui augmentent le risque de ce cancer, donc le cancer de l'endomètre, on avait parlé de l'hyperœstrogénie. Et là, si vous avez des facteurs d'hyperœstrogénie, donc vous avez un terrain, des éléments, qui font que vous êtes en hyperœstrogénie, je sais pas si ça se dit là comme ça veut dire que vous êtes également plus à risque du cancer du sein. Donc, il ne faut pas oublier de faire une mammographie aussi. Encore une fois, allez regarder ma vidéo sur le cancer du sein. Et je pense que vous apprendrez pas mal de choses. Ou si c'est déjà acquis, que vous redécouvrirez certaines choses. Alors, le traitement, je vais pas rentrer dans le détail de chaque traitement.
mais dans les grandes lignes. Si c'est une tumeur, un cancer de l'endomètre qui est de vraiment bas grade et qui se situe uniquement au niveau de l'endomètre, à ce moment-là, on va proposer ce qu'on appelle une hystérectomie, comme je vous ai dit tout à l'heure, et également une annexectomie, c'est-à-dire retirer les annexes, donc les trompes et les ovaires. Et une hystérectomie totale, ça veut dire qu'on enlève l'utérus, mais également le col de l'utérus. Donc hystérectomie totale plus annexectomie bilatérale, c'est-à-dire des deux côtés, les deux trompes, les deux ovaires. Quand on avance dans les stades, on va également faire des curages ganglionnaires. Donc là, si on a des cellules cancéreuses également au niveau des ganglions lymphatiques qui sont autour, il faut les retirer. On peut également faire de la radiothérapie après la chirurgie, et ça, c'est pour vraiment tuer toutes les cellules cancéreuses pour qu'il n'y ait pas de récidive, c'est-à-dire que le cancer ne réapparaît pas, et également de la curithérapie, et ça aussi, c'est pour éviter les récidives. Maintenant, quand on est dans un stade beaucoup trop avancé, par exemple le stade 4, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire de la radiothérapie, mais en plus de ça, de la chimiothérapie aussi, de la curithérapie et également de l'hormonothérapie. Et vous voyez, comme toutes mes vidéos où je vous présente différents cancers, dans certaines vidéos, j'oublie de le dire, mais la prise en charge d'un cancer, c'est pas juste le cancérologue, qui va tout décider. C'est une prise en charge pluridisciplinaire. Il va y avoir des réunions. Plusieurs professionnels de santé vont se réunir pour prendre la meilleure décision en ce qui concerne le traitement, le suivi. Donc, il y aura vraiment beaucoup d'intervenants. Alors ça, c'est pas du tout pour dénigrer le cancérologue en disant que il sait rien faire, il a besoin de tout un tas de personnes. Je pense que vous le savez un peu tous. Le cancer, ça reste quand même une maladie très lourde, très difficile. Après, oui, certains cancers, on va dire, sont moins graves et on peut vraiment guérir, mais c'est pas la grippe, par exemple. Lorsqu'il s'agit d'un cancer, à part peut-être quelques exceptions, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Par exemple, l'oncologue ou le cancérologue va déterminer le plan du traitement. Le chirurgien va enlever la tumeur. Les radiologues et les manipulateurs des rayons vont administrer les traitements par radiation. Les infirmières spécialisées vont fournir les soins et un soutien tout au long. On a également des infirmières d'annonce qui vont annoncer la maladie, même si elle a déjà été annoncée. On a également des nutritionnistes pour soutenir le traitement. Certains traitements vont faire que la personne va perdre du poids, et aussi psychologiquement c'est lourd, et ça aussi ça peut vraiment être responsable de dépression, de perte de poids. On a besoin également de psychologues, des travailleurs sociaux, donc plein de personnes vont intervenir. Et en fait, toutes ces personnes-là vont avoir un objectif, c'est le patient. On va se centrer sur le patient pour le traiter de la manière la plus globale, en prenant tout en compte, ou presque tout en compte, et pour offrir les soins qui conviennent le plus à la personne en question. Donc on a besoin de l'expertise de plusieurs professionnels de santé. Je le dis pas assez. Le but de ces vidéos, c'est pas pour que vous fassiez un autodiagnostic, que vous vous automédiquez. Les informations que je partage ont uniquement pour but de vous sensibiliser sur des questions de santé. Et si vous avez des symptômes, des préoccupations sur votre santé, je vous encourage vivement à consulter un professionnel de santé. Comme ça, vous aurez un suivi adapté. S'il le faut, un diagnostic pourra également être posé. J'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions. Dites-moi si vous avez une idée de vidéo, n'importe quel thème, pas forcément que les cancers. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à commenter et surtout à la partager aux personnes qui peuvent en avoir besoin. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye!